Annie Ernaux fait désormais partie du patrimoine littéraire et même est rentrée dans un certain académisme. Elle n'est plus au nombre de ces jeunes auteurs, maintenant ça fait 40, 50 ans, presque un demi-siècle qu'elle publie tous les 4, 5 ans, un ouvrage, Gallimard étant son éditeur historique. Et Gallimard l'a d'ailleurs, publié en quarto, quand même la dernière étape avant l'entrée en Pléiade. On se doute bien que ça se profile pour Annie Ernaux et donc la consécration ultime. On sait qu'elle a été pressentie pour le Booker Prize. Je me pose même la question de son entrée un jour enfin, elle est nobélisable, si on reprend cet adjectif qui a été créé il y a quelques années, de ce néologisme. Elle est tout à fait nobélisable parce qu'elle s'est imposée dans le paysage littéraire comme désormais une classique. Voilà le destin de quelqu'un qui était la nouvelle garde, qui est devenue académique et classique. On l'a trouvée dans des concours, dans des, des listes d'œuvres assimilées pour les concours enseignants. D'après mes souvenirs, il y a quelques années, je crois qu'elle était au programme de la grecque. Elle est désormais une référence dans le paysage littéraire, et en partie parce qu'elle a totalement épousé, et maintenant elle en est presque l'étendard, ou en tout cas l'exemple le plus flagrant, ce qui a été une tendance du roman, de la production, en tout cas narrative des années 70, 1970 et 80, c'est l'autofiction. Et ça s'est vraiment installé dans le paysage romanesque. Sans doute que la voie avait été ouverte par Marguerite Duras, et ensuite des gens comme justement Annie Ernaux ou Philippe Forest se sont engouffrés dans cette brèche romanesque. L'idée que, bon, je suis moi-même la matière de ce livre finalement, et avec aussi cette idée, la deuxième qui se superpose, il n'y a pas que la voix montagnienne, il y a aussi le présupposé hugolien qui est que lorsque je vous parle de moi, je vous parle de vous. Bon, les deux ensemble sont deux constituants de l'autofiction, qui n'est pas tout à fait l'autobiographie. Et il y a quand même le travail romanesque de l'autofiction assume quand même des logiques, même quand Annie Ernaux écrit les années, ce n'est pas tout à fait de la chronique, ça reste quand même une œuvre romanesque avec des codes d'écriture romanesque pleinement assumés. Mais des auteurs qui, eux, pratiquent l'autofiction s'inspirent beaucoup d'Annie Ernaux, et donc elle est devenue aussi, autre signe de son entrée dans un certain académisme, elle est devenue aussi une source d'inspiration, en tout cas une figure tutélaire pour de nouveaux auteurs, justement. Alors quand effectivement Didier Ribon, dont je crois elle a signé une critique, quand son retour à Reims paraît, c'est Annie Ernaux qui s'en charge, et effectivement, il y a plus d'une chose à voir entre le sociologue et Ribon et Annie Ernaux, la romancière. Et entre-temps, il y a peut-être un chaînon manquant qui était Édouard Louis. Et effectivement, Édouard Louis se revendique pleinement de l'écriture d'Annie Ernaux. Donc il y a maintenant une filiation romanesque et narrative qui s'est établie. On peut dire qu'elle est dans le, j'y reviendrai en conclusion, mais elle est dans le roman ce que des gens comme Sophie Calle, par exemple, peuvent être dans la production artistique. Euh, L'idée qu'on est à soi-même un matériau, mais qu'on est aussi, et à mon avis c'est ce qui distingue de l'autobiographie, on n'est pas qu'un rédacteur, on est aussi le critique de sa propre écriture sur soi. L'autre plan important d'Annie Ernaux, c'est qu'elle est à la cheville, elle est à ce croisement qui est absolument carrefour pour elle, entre l'écriture romanesque, c'est-à-dire la narration, le travail sur le matériau fictionnel transmissible à un lecteur, et d'autre part, le témoignage sociologique. Très important, cette dimension pour Annie Ernaux, dont le livre de chevet, et on comprend à plus d'un titre, reste l'ouvrage somme coordonné par Pierre Bourdieu, qui est la distinction. Et c'est-à-dire qu'est-ce qui façonne, qu'est-ce qui préside à la façon dont mes goûts ont été en vérité ordonnés et façonnés, c'est-à-dire que je n'aime pas ce que j'aime. On aime en moi ce que j'aime, ou plutôt, je crois aimer, et en fait, on m'a fait aimer ce que j'aime. Bon, la démarche du sociologue Pierre Bourdieu, Annie Ernaux revendique les résultats des études bourdieusiennes, parce qu'elle est elle-même un transfuge de classe, et elle a beaucoup réfléchi à ça. C'est une dimension de son écriture, c'est-à-dire le croisement entre politique, travaille vraiment sur la matière romanesque au sens de ce que peut faire une écriture ou pas, et du rapport au lecteur, et aussi regard sociologique et testimonial sur l'état du monde ou d'un monde contemporain. Le travail aussi sur le temps, qui c'est pas si étonnant que ça que Proust soit un écrivain de chevet pour Annie Ernaux.
Elle qui dit tellement regarder le temps en face, que le temps, ça se regarde. Euh, le roman aussi, c'est ça, c'est une façon de s'approprier le temps, évidemment. Euh, le temps du récit n'étant bien sûr pas le temps de la lecture et n'étant pas non plus le temps vécu. Quoi de mieux qu'un roman pour se plonger dans la confrontation de ces trois temporalités qui ne se recouvrent que temporairement, que partiellement. Et les romanciers le savent très bien, évidemment, et il faudrait remonter à toutes les études sur Stendhal et Proust qu'on connaît si bien, mais euh, le rapport à Flaubert, bien sûr, le rapport au temps est quand même un des enjeux du romancier. Bah, rien que ça consacre le fait que ce soit un problème, consacre Annie Ernaux comme romancière. À mes yeux, c'est pleinement une romancière. Alors, quand elle publie chez Gallimard, il faudrait que je reprenne un peu toute la série. Une femme, par exemple, bien sûr qu'il y a le matériau personnel, et je ne suis pas sûre que la dénomination, donc dans la typologie, ce soit roman qui apparaisse, mais mais on la trouve quand même dans les classements, on la trouve quand même dans les étals et les rayons consacrés aux romans. Euh, à mes yeux, ça reste quand même une écriture romanesque, même si effectivement, l'héroïne, qui est là c'est le cas ici, hein, pour la femme jolie, qui est un de ses premiers récits, l'écriture renvoie toujours à une femme au XXe siècle, prof de lettres, qui a grandi en Normandie dans un milieu défavorisé, mais qui à Paris accède à une certaine bourgeoisie. On devine que c'est Annie Ernaux, qui a 2 enfants, et plutôt 2 garçons, avec un homme issu là aussi qui s'est construit dans la bourgeoisie. On se doute bien que c'est Annie Ernaux. On a plusieurs points de concordance. Il est difficile de... Exactement comme quand on lit Marguerite Duras, cette femme qui... on voit bien derrière Yann Andrea, enfin on se doute que c'est elle. Mais l'officialisation n'est jamais là non plus. Rien ne dit que moi, Annie Ernaux, je dis que cette femme qui a perdu une mère et qui, en EHPAD ou en hôpital, c'est forcément moi, Annie Ernaux. Enfin, bon, je pense que là-dessus, il faut rester quand même assez... En plus, enfin, ça enlève cette correspondance parfaite entre le sujet et l'objet, finalement, du livre. Aurait tendance, d'ailleurs, Montaigne ne dit pas ça, hein, je suis moi-même la matière de mon livre, ou de ce livre, d'ailleurs, il faut que je vérifie, c'est pas déictique. Euh, Entre je et moi-même, c'est déjà pas la même chose en langue française. Bon, Annie Ernaux, je pense, tient à cette dissociation aussi. Dans notre texte, La femme gelée, qui est aussi en lecture cursive, Annie Ernaux retrace l'installation d'un jeune couple qui, parti de presque rien, accède à des études supérieures, des études universitaires, et le début dans la vie professionnelle. En tout cas, on s'approche, on voit que là, on est à la phase dans ce début non pas ce début, dans ce milieu même de texte pour nous, ce jeune couple s'approche de l'établissement. Euh, Lui prépare des études de droit, il est sur le point de valider ses diplômes, et elle est en train de préparer son concours de lettres, son concours enseignant, pardon. Et on est à la phase où notre Annie Ernaux, enfin le personnage d'Annie Ernaux, le personnage féminin, qui est celui que l'on suit, beaucoup de choses nous montrent que c'est dans le regard du personnage et dans la parole et dans le monologue intérieur du personnage féminin que nous sommes. Ce personnage n'adhère pas à la vie qui est en train de se préparer ou de se constituer pour elle. On a déjà un début quand même de, de oui, j'allais dire de distanciation, de prise de distance, pas au sens narratologique, mais l'héroïne, la protagoniste de l'histoire, n'adhère pas à sa propre vie. C'est ce que nous avons. S'agissant de la place de l'extrait, pour ceux qui ont le petit fascicule Gallimard, là, l'édition poche, ou la blanche, enfin peu importe l'édition qu'on a, on est plutôt, on a passé la moitié du récit, on est plutôt sur la deuxième moitié, la seconde moitié même, avec peut-être la décristallisation de ce rêve de jeunes gens qui se promettaient un beau début dans la vie, et finalement, ça commence à montrer ses limites. Voilà où nous en sommes. Le texte, je l'ai redécoupé, comme vous l'avez peut-être remarqué. Je l'ai encore réduit pour arriver véritablement à 20-25 lignes, grand maximum de texte. J'ai commencé, l'idée me plaisait beaucoup, avec une adresse dont on ne sait pas très bien qui est le locuteur, si on n'a que l'extrait. À toi d'apprendre, ma vieille. Est-ce que c'est la famille qui a lancé ça à Annie Ernaux? Est-ce que c'est l'époux, le jeune marié qui lance ça à son épouse? À toi d'apprendre, ma vieille. Sous-entendu, comment être une bonne femme au foyer. Et elle, qui conclut l'extrait par moi, je me sentais coulée.
Bien sûr, ce qui m'intéressait, c'était le passage du tu au je, c'est-à-dire l'appropriation de sa propre histoire, de sa propre expérience, au fur et à mesure qu'on la raconte. C'était ça qui m'intéressait, comment une protagoniste à la troisième personne se retrouve évidemment à assumer une première personne. Bon, ça me plaisait beaucoup. Y a-t-il des... Alors ce texte est très dense, et effectivement, le découpe pas chose aisée, parce qu'il y a une véritable densité, et ça on le découvre aussi en étudiant Annie Ernaux. Tout se tient et il est dur de fissurer en fait. Les écrits d'Annie Ernaux, on n'a pas beaucoup de dialogue, on n'a pas beaucoup, on est vraiment dans le récit, purement et simplement, ou alors en permanence dans le monologue intérieur. Donc là aussi, je dis ça, et puis quand je dis ça, être discours-récit chez Annie Ernaux, c'est peut-être pas tout à fait une bonne... le partage, la répartition est peut-être pas aussi simple entre les deux chez Annie Ernaux, mais en tous les cas, on n'a pas cette répartition habituelle, disons, usuelle, entre des moments, à la troisième personne, qui serait la norme du roman, où on raconte une histoire d'un espace-temps déporté, un lecteur qui devrait s'approcher, ou dont qu'on ferait s'approcher du personnage, et entrecoupé de moments, soit de description, c'est-à-dire de pause, hein, figée, soit de prise de parole directe, avec des moments discursifs. Bon, ça, ce serait le schéma habituel du roman. C'est assez difficile à trouver chez Annie Ernaux, et c'est pratique d'habitude, parce que ça permet de déterminer des phases de positionnement, en fait, dans le texte, par rapport entre le lecteur et le personnage. Bon, là, on n'a pas ça. Ça aussi, ça crée un ensemble très, très compact, quoi. C'est du quartz, hein, Annie Ernaux. Tout est fédéré, en fait. On a des véritables blocs chez Annie Ernaux, textuels, et c'est pas si simple comment dirais-je, à désassembler pour en faire les fameux mouvements textuels. On a toute une partie en vérité, si on veut vraiment essayer de déterminer quand même des moments, des phases, disons, dans cet extrait. On a la partie, bien sûr, sur la nourriture, qui est le casus belli, en fait, pour cette femme, qui est le point de rupture, avec la nourriture à faire à la maison. Donc, on a toutes les considérations sur l'accumulation de denrées alimentaires et la fameuse bouffe à servir au mari qui revient de ses cours. On a le retour, à un moment donné, à ce qui est le retour de la famille, en fait, de ce qu'elle a été autrefois, de la façon dont elle a été élevée et de ce qu'elle entend dans son oreille ou dans sa tête, c'est-à-dire les remarques qu'on peut lui faire, les traits de caractère qu'on lui reproche et qu'on lui a toujours reproché. Donc il y a une phase centrale du texte, jusqu'à qu'il fallait changer, où il y a quand même un petit retour en arrière dans la tête de notre protagoniste, narratrice. Et puis on a ensuite des considérations beaucoup plus larges à partir à la fac en octobre, c'est-à-dire ce mode comparatif où l'héroïne essaie de se situer par rapport aux autres femmes. Donc on pourrait dire qu'on a la femme présente dans la cuisine, là il faut faire à bouffer, on a la femme passée ou la femme qu'elle a toujours été, donc là une ligne du temps qui se reconstruit au milieu du texte, et une troisième phase qui est une femme parmi les femmes. Et là il faut qu'elle se positionne par rapport à toute une histoire des femmes, qu'elle voit bien, hein, que la société lui renvoie à la figure, comment être une femme dans ce qu'on fait des femmes aujourd'hui. Et enfin, le retour à soi, une fois qu'on revient à la maison, et ça tient effectivement en 2-3 phrases, jusqu'à la fin, jusqu'à je me sentais couler. Il aura fallu donc passer par la femme qu'on a été et la femme sociale, la femme en société, pour revenir à la femme qu'on est dans sa cuisine et la femme surtout qu'on est intérieurement dans sa tête, à l'état des lieux lucide, qui est un état des lieux très perturbant ici, puisque le personnage se rend compte, prend la mesure de son inadéquation aux injonctions qui lui sont faites, aux injonctions sociales, à la norme sociale qui lui est faite. Elle n'arrive pas à être à la hauteur de ce qu'on lui demande d'être. Et la prise de conscience est violente, puisque l'image, évidemment, ici de la coulée est très violente. On est passé, en fait, c'est quelqu'un qui désapprend dans le texte, hein, parce que le verbe, j'ai fait exprès de couper aussi pour ça. On a clairement un mouvement de dégradation, en fait, de dislocation du personnage. À toi d'apprendre, ma vieille. Bon, malgré tout, apprendre, hein. Et là, on voit bien que ça ne peut pas être un roman de formation. À la fin, elle se sent couler. On est aux antipodes, bien sûr, du modèle en apothéose, qui est celui de La Princesse de Clèves, si on devait y voir un roman de formation. On est plutôt, cette fois, dans la tradition de Madame Bovary. C'est-à-dire qu'on ne fait qu'aller vers sa propre fin, vers son propre démantèlement.